Dans un instant, écoutons Cecilia Bartoli interpréter des airs et motets de Mozart. L'orchestre est dirigé par Claudio Abbado. Pour les fêtes, Arte vous offre des escales musicales dans les plus belles salles de spectacle d'Europe. À partir du 22 décembre, rendez-vous tous les jours à 19h sur Arte pour un nouveau spectacle. Aujourd'hui encore, l'anticyclone a fait régner le beau temps de la Scandinavie à l'ouest et au centre de l'Europe. Demain, en France, seul le sud se montrera plus nuageux et des pluies s'y manifesteront. Un vent vif soufflera sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. En Allemagne, le nord-est verra tomber quelques gouttes ou flocons, tandis que le soleil se fera une jolie place dans le reste du pays. Les minimales varieront de 0 à moins 5 degrés et chuteront plus bas encore dans les Alpes. Moins 2 degrés sont prévus à Munich l'après-midi, 4 à Hambourg. La nuit s'annonce bien froide, moins 7 degrés à Grenoble et 3 à Bastia. 1 à 6 degrés seront relevés en journée avec un peu plus de douceur sur le littoral. Le beau temps avec brume et soleil se maintiendra demain, aussi bien sur la Scandinavie que sur l'ouest et le centre. Par contre, averses et orages perturberont le pourtour méditerranéen. Il fera moins 1 à 14 degrés. Vous pouvez compter sur le bel anticyclone mardi et sur le froid aussi, 1 à 10 degrés. Mercredi, le ciel pourrait se couvrir dans le sud-ouest, mais le soleil tiendra bon ailleurs. Luciano Pavarotti a triomphé dans la bohème de Puccini. Arte s'en souvient et crie « Bravo maestro !» Ce soir à 22h35. Passez de joyeuses fêtes. Frohes Fest Auf Arte. Votre soirée sur Arte. Dans un instant, Cecilia Bartoli chante Mozart lors du concert d'ouverture du Festival de Lucerne 2006. 20h15, les surprises des Kinder Surprises sont-elles des œuvres d'art? Voyons voir. 20h40, soirée de capes, d'épées et de plumes avec Alexandre Dumas et ses mousquetaires. Joyeuses fêtes sur Arte. Poursuivez la perfection en regardant Maestro avec les automobiles hybrides Lexus. Maestro a invité ce soir la mezzo-soprano italienne Cecilia Bartoli. Accompagnée par le Lucerne Festival Orchestra sous la direction de son chef titulaire Claudio Abbado, elle interprète des airs de concert et d'opéra de Mozart. Voici un extrait du concert inaugural du Festival de Lucerne 2006.
Canto il vestro
Place à un autre grand interprète mozartien, le baryton Thomas Kvastov, dans un concert de gala pour le 250e anniversaire du compositeur en janvier 2006 à Berlin.
bella mano per questi vaghi raghi. Giuro, mio ben, che mai non amerò che te. Le piante, i sassi dei miei sospir pensano. A te qual sia dirano la mia costante fe. A te qual sia dirano la mia costante fe. Per questa bella mano, per questi vaghi raghi, giuro, mio ben, che mai non amerò che te. Laure, le piante, i sassi dei miei sospir pensano. A te qual sia dirano la mia costante la mia costante fe. Volghi lieti, ostieri sguardi, dimmi pur, e modio mami, dimmi pur, e modio mami. Sempre piace suoi dolci tardi, sempre trovo che mi chiami. Ne cangiar potera o cielo quel desio che vivi in me. Quel desio che vivi in me. Volghi lieti offeri sguardi, dimmi pur che moti o ami, dimmi pur che moti o Sempre suoi dolci dardi, sempre trovo che mi chiami.
quel desio che vivi in me, ne cangiar poterò cielo, quel desio che vivi in me, ne cangiar poterò cielo, quel desio che vivi in me, quel desio che vivi in me, quel desio che vivi in me, quel desio che vivi in me. La semaine prochaine, rendez-vous salle Pleyel pour écouter Lang Lang et l'Orchestre de Paris. Au programme, Beethoven et Tchaïkovski. Poursuivez la perfection en regardant Maestro avec les automobiles hybrides Lexus. Pour les fêtes, Arte vous offre des escales musicales dans les plus belles salles de spectacle d'Europe. À partir du 22 décembre, rendez-vous tous les jours à 19h sur Arte pour un nouveau spectacle. Ce soir, en avant! Au début, ils étaient 3, et puis un jour... Comment vous appelle-t-on? D'Artagnan. Ils furent 4. 4 jeunes et fringants mousquetaires, toujours prêts à défendre l'orphelin, la veuve et les joyaux de la couronne. Les Mousquetaires, ce sera un pour tous et tous sur Arte, ce soir à 20h40. Guten Abend, bonsoir, bienvenue. Bye bye, les Britanniques transfèrent le contrôle de la ville de Bassora aux autorités irakiennes plus de 3 ans après en avoir pris le contrôle. Survivre grâce à une décharge publique, reportage à la veille de la conférence des donateurs pour l'État palestinien. L'ANC en congrès, le Congrès national africain pourrait se choisir un rival au président Thabo Mbeki. Le parti n'affiche plus une seule et même ligne politique. Mais pour commencer cette information, un de nos confrères a été enlevé dans le nord de la Somalie. Il s'appelle Gwenlawen Le Gouil. Il travaille pour l'émission Arte Reportage. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que des négociations étaient en cours pour faire libérer le plus vite possible notre reporter.
Bassora est à nouveau irakienne, plus exactement à nouveau aux mains des autorités irakiennes. Pendant près de 4 ans, la ville massivement chiite avait été administrée par les Britanniques qui en avaient pris le contrôle lors de l'offensive visant à défaire le régime de Saddam Hussein. Récit Marco Stahlhut. Une parade militaire pour célébrer le transfert du contrôle de Bassora des Britanniques aux Irakiens. L'accord a été signé à l'aéroport de Bassora entre le gouverneur de la région et le général britannique Graham Beales. Bassora est la dernière des 4 provinces irakiennes, sous contrôle britannique depuis 2003, à repasser aux mains des Irakiens. J'étais venu pour libérer Bassora de ses ennemis et à présent je remets officiellement Bassora à ses amis. Les Britanniques sont restés près de 4 ans et demi dans cette province. L'une des plus riches du pays, elle produit 70% du pétrole brut irakien. Mais les soldats de Sa Majesté n'ont pas réussi à pacifier la zone. 174 soldats britanniques et un grand nombre d'Irakiens ont été tués. Après le transfert de la sécurité aux Irakiens, la province pourrait être le théâtre d'affrontements entre factions chiites rivales. L'Irak reste un pays violent. Il faut gérer les tensions. Mais c'est aux hommes politiques irakiens et à la politique qu'ils mettront en place dans les mois et années à venir de gérer ces problèmes. Bassora est désormais la 9e sur 18 provinces à être passée sous contrôle irakien. 2500 soldats britanniques resteront stationnés sur place. Les Irakiens réussiront-ils à assurer la sécurité de la région? Les prochains mois auront valeur de test pour l'ensemble du pays. Je suis heureux pour Bassora. Je félicite les courageuses forces de l'ordre pour avoir repris la souveraineté. Si Dieu le veut, tout ira bien. La sécurité et la stabilité régneront partout à Bassora. Un événement symbolique. Elles avaient été interrompues en 2003. Les liaisons ferroviaires ont repris entre Bagdad et Bassora. Et pour la deuxième fois ce mois-ci, l'aviation turque a bombardé des villages situés dans le nord de l'Irak. C'est de là, disent les autorités d'Ankara, qu'opèrent les rebelles kurdes du PKK. À votre bon cœur, messieurs, dames, demain débute à Paris la conférence des donateurs pour l'État palestinien. 90 délégations sont attendues. Objectif, récolter environ 4 millions d'euros demandés par les services de Mahmoud Abbas, lequel est arrivé, vous le voyez tout à l'heure, à l'Élysée, pour une première série d'entretiens en présence notamment du président Sarkozy. Merci, monsieur. Depuis la seconde intifada en 2000, les Palestiniens sont de plus en plus pauvres. Un exemple révèle l'urgence de la situation, la décharge de Yatta, c'est au sud d'Hébron, qui fait vivre plusieurs dizaines de familles. Reportage, Stéphane Amar. C'est son lieu de travail, sa triste routine. Chaque jour, Fares se rend sur la décharge de Yatta, près d'Hébron. Ravalant sa honte, il rejoint des dizaines de Palestiniens affairés dès le petit matin à fouiller les déchets. Je ramasse un peu de tout. Des chaussures, des vêtements, de l'acier, de l'aluminium. Tout ce qu'on peut revendre, on l'emporte avec nous. Chaque déchargement de camion provoque une vive excitation. Hommes et enfants se ruent sur les déchets. On se bouscule sans ménagement pour dénicher les matériaux les plus précieux. Les ordures des Israéliens sont déjà triées, alors que celles des Arabes, elles arrivent mélangées. C'est moins bien pour nous. C'est un métier dangereux que personne ne veut faire. On peut se blesser, attraper des maladies. Pourtant, ils sont chaque année plus nombreux à ramasser les ordures à Yatta pour un salaire dérisoire. Je gagne 1 euro par jour. Mon père ne peut plus aller travailler en Israël, alors il faut bien que j'aide ma famille. Pour survivre, Fares met toute sa famille à contribution. Il faut trier et remettre en état les déchets, puis aller les vendre sur les marchés. Il n'a pas toujours fait ce métier de misère. Comme beaucoup de Palestiniens, il travaillait en Israël. Il gagnait bien sa vie comme serveur dans une boîte de nuit de Tel Aviv. Mais avec l'intifada, les Israéliens ont limité le nombre de permis de travail. Et Fares s'est retrouvé au chômage. On pensait que l'occupation était une mauvaise chose, mais maintenant notre vie est encore pire qu'avant. Ces 6 dernières années, la situation est devenue insupportable. Les Palestiniens n'en peuvent plus. Dans la décharge de Yatta, on dit que seule la paix avec Israël pourra ramener la prospérité économique. Mais personne n'y croit vraiment.
Et vous l'aurez bien sûr corrigé de vous-même, il s'agit bien de récolter 4 milliards d'euros pour les Palestiniens et non 4 millions. Un président qui craint le vote de son parti, ça arrive, ça se passe en Afrique du Sud. L'ANC, le parti au pouvoir, est en congrès. Il envisage de confier son destin à Jacob Zuma. Cet homme est un rival du chef de l'État Thabo Mbeki, qui avait eu la mauvaise idée de le limoger de son poste de vice-président. Ambiance, précision, Alexander Volkers. La désignation du président de l'ANC a toujours été une formalité, mais cette fois c'est une autre paire de manches. À Polokwane, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, les partisans de Jacob Zuma chantent les louanges de leur candidat. Face à eux, les partisans de Thabo Mbeki, président sud-africain et actuel leader de l'ANC. Un poste qu'il pourrait perdre, on lui reproche notamment de s'être trop éloigné de la base du parti. Son discours commence par une mise en garde. L'ANC est-il capable de diriger notre pays, notre peuple au cours des 5 prochaines années ? Pour Mbeki, la réponse est non, si c'est l'homme à sa droite qui est élu à la tête du parti. Cet homme, c'est Jacob Zuma, l'antithèse de Mbeki. Très charismatique, très populaire, son programme séduit, malgré les scandales et les poursuites judiciaires pour viol et corruption. Jacob Zuma fait des promesses en matière de logement, d'éducation et de santé, des arguments de poids dans ce pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté. De son côté, Thabo Mbeki a plus d'une décennie de croissance à son actif. Elle profite essentiellement à la classe moyenne noire. Mbeki ou Zuma, cette fracture au sein du parti inquiète les observateurs. Si l'ANC est affaiblie et divisée, l'Afrique du Sud risque de retomber dans les années d'isolement. En cas d'échec de Thabo Mbeki, il n'est pas exclu qu'une élection présidentielle anticipée soit organisée en Afrique du Sud. 12 partis en lice, 90 places à pourvoir. On a voté au Kyrgyzstan, élection législative dans cette ex-république soviétique. Le président Bakiev n'est pas mécontent de voir élire une nouvelle chambre. Fatigué de batailler avec les députés sortants, il a dissous le Parlement le mois dernier, d'où une nouvelle consultation du peuple. Détail, Cécile Thuillier. En ce jour d'élection, les Kirghizes s'avancent vers un doux rêve, celui de la stabilité politique. Depuis plus de 2 ans et demi, c'est la valse des ministres, la guerre des clans au Parlement et la lutte d'influence entre le président et les députés. Ce désordre ambiant mine l'économie. Le Kyrgyzstan est l'un des pays les plus pauvres de l'ex-URSS. Notre vie va changer en mieux. S'ils font vraiment leur boulot de politiciens, il est possible d'améliorer notre situation. Bien des espoirs avaient pourtant fleuri à la révolution des tulipes en mars 2005. Les promesses d'un Kyrgyzstan démocratique, prospère et sans corruption avaient porté Kurmanbek Bakiev à la présidence. Mais la lenteur des réformes, voire l'inaction, ont pris le dessus, jetant des Kirghizes mécontents dans la rue. Après 2 ans de chaos politique, le président a fini par dissoudre le Parlement en octobre dernier pour le faire renouveler aujourd'hui. Quel que soit le résultat de cette élection, le nouveau Parlement sera véritablement différent du précédent. Et pour cause, les dernières réformes constitutionnelles devraient largement favoriser son parti. L'opposition, elle, déjà malmenée pendant la campagne, crie à la fraude. J'ai d'énormes doutes sur la régularité de ces élections. Rien que dans mon village natal, j'ai appris que 500 personnes avaient voté avant l'ouverture des bureaux. C'est dire. Avant le début du vote, les 270 observateurs de l'OSCE, envoyés sur place pour surveiller le scrutin, n'avaient eux signalé aucune anomalie. Un attentat et un sigle ETA. Les extrémistes de la cause basque ont revendiqué l'attentat à la bombe de cette nuit près de Bilbao. Un tribunal a été endommagé. L'organisation, qualifiée de terroriste par l'Union européenne, avait prévenu qu'elle allait frapper. Elle a rompu un cessez-le-feu permanent en juin dernier. Elle a notamment tué 2 gardes civils le 1er décembre dernier dans le sud-ouest de la France. Les brèves, maintenant. Faites rentrer nos familles, c'est ce qu'ont réclamé à Mourmelon plusieurs dizaines de proches et amis d'Alain Péliga. Il fait partie des 6 Français de l'Arche de Zoé qui doivent être jugés vendredi à Djamena, au Tchad. Il risque 5 à 20 ans de prison pour avoir tenté de transférer 103 enfants prétendument orphelins du Darfour vers la France.
Alerte du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Selon Antonio Guterres, c'est une tragédie humanitaire qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 3 mois, des combats opposent l'armée et des insurgés au nord Kivu. Les groupes armés auraient même enrôlé des enfants. 800 000 déplacés sont réfugiés dans des camps du HCR. Airbus vend 4 de ses usines. La cession est prévue dans 1 semaine selon la presse allemande. Le repreneur est une entreprise américaine, Spirit AeroSystems. Les sites concernés sont Varel, Nordenham, Augsburg en Allemagne et Filton en Angleterre. Le plan de restructuration Power 8 prévoit la cession d'autres sites et la suppression de 10 000 emplois. Rendre à César ce qui lui appartient. En République tchèque, un projet de loi est en discussion au Parlement. Il s'agit de restituer aux églises leur patrimoine immobilier volé du temps du communisme. Ça risque de prendre du temps pour retrouver certains actes de propriété. Reportage Thomas Zimon, Cécile Thuillier. Depuis de nombreuses années, la petite ville de Tchervena Rečice traîne un problème épineux. Jiří Jedlička a été chargé du dossier par le conseil municipal. Objectif, sauvegarder ce joyau de l'architecture du XVIIe siècle, aujourd'hui en très mauvais état. Mais la marge de manœuvre de la commune est étroite.